Bonjour Véronique Sarcelli, merci de nous accueillir en mairie de Sainte-Foy-les-Lyons. Bonjour à tout le monde et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Voilà, on vous espère nombreuses et nombreux encore aujourd'hui. L'idée, vous l'avez compris, de ce Café des Lyonnes, c'est à chaque fois de s'interroger et de rencontrer des femmes qui ont eu un parcours remarquable dans différents secteurs. Et aujourd'hui, on va parler de l'engagement des femmes sur la vie publique et en particulier en politique avec mon invitée, Véronique Sarcelli. Donc, je le disais tout à l'heure, vous êtes maire de Sainte-Foy-les-Lyons et vous nous accueillez dans votre bureau en mairie. Et on va parler aujourd'hui de l'engagement des femmes. Oui, bonjour Alexandra. Bonjour, bienvenue. Bonjour à tout le monde. Merci d'avoir accepté de prendre le temps en fait, de faire cette conversation. Tout simplement pour vous poser des questions et savoir un petit peu comment vous avez vécu votre parcours. D'abord, je voulais vous poser la question que je pose à toutes mes invitées. Ça veut dire quoi pour vous être une femme engagée? Est-ce qu'il y a une particularité? Alors déjà, merci Alexandra, merci à vous toutes et à vous tous d'être devant votre écran. Je suis assez à la fois touchée et honorée d'être là, je l'avoue très sincèrement, parce que c'est rare qu'on nous demande de parler de nous-mêmes, il y a tellement de combats à mener. Alors, c'est quoi être une femme engagée et est-ce que je suis engagée? Oui, je pense que je suis une femme d'engagement. Je l'ai toujours été. J'ai fait beaucoup d'associatifs avant d'entrer en politique et même avant de travailler. Quand j'étais étudiante, j'aimais bien réunir des groupes de travail. On était sur des spécialités différentes. C'était notre façon à nous de contribuer un petit peu. En fait, moi, je crois à la possibilité de faire avancer des choses. Je crois à des choses qui dépassent ma petite vie personnelle, qui dépassent nos intérêts personnels et qui, du coup, sont des intérêts qui nous rassemblent. Donc, à partir de là, je me dis, il faut avoir des convictions, il faut les porter, et du coup, il faut s'engager. Alors, c'est ça, enfin, je pense que c'est ça, c'est se dire qu'on a des convictions, qu'on a des idées, et faire de l'engagement un vrai marqueur de tout le monde. Alors, pas forcément, je me parle en tant que femme, bien sûr, parce que de fait, c'est toujours un combat, l'engagement. D'ailleurs, même pour les hommes, c'est un combat. On ne va pas non plus tomber dans des schémas et dans des clichés. Mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est se dire, oui, il y a des choses plus importantes que nous-mêmes et que nos vies. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'aime pas bien notre vie. Il y a des choses plus importantes. Et du coup, ces choses plus importantes, elles nous rassemblent. Et l'engagement, il devient très vite collectif. Et est-ce que vous avez le sentiment, en tant que femme, d'apporter quelque chose de plus dans votre secteur d'activité, par exemple en politique? Est-ce que vous avez le sentiment, voilà, qu'une femme, elle apporte quelque chose de différent? Alors, forcément, elle apporte quelque chose de différent parce que elle connaît, en fait, et parfois même, elle subisse, la femme subit le fait de ne pas y arriver. Donc, je ne sais pas si je m'explique bien, mais le fait de ne pas y arriver, forcément, vous amène à un moment donné à voir les choses différemment, parfois à s'y prendre différemment, avec tout ce que ça veut dire dans la relation humaine, ce que ça veut dire dans l'affectif qu'on peut y mettre. Donc, du coup, forcément, on y amène autre chose. Mais moi, je crois que à la base, et je le redis tout le temps, l'engagement, c'est se dire, il faut être loyal à ses convictions, il faut être fidèle à ses idées, il faut être fidèle aux gens qui nous entourent. Et je crois que c'est ça qu'on amène lorsqu'on est engagé dans un secteur d'activité, dans une organisation, et nous en politique. Ce qu'on amène, c'est notre fidélité totale, notre loyauté totale, et donc notre capacité d'agir. Vous êtes fidèle, vous êtes loyal, vous foncez et on agit. Et c'est ça mon motif. Et je pense que c'est ça qu'on apporte à tout le monde. Et alors, est-ce que vous pensez que, je pose la question, c'est un peu provoquant, mais c'est volontaire, est-ce que les femmes manquent de quelque chose pour réussir par rapport aux hommes? Est-ce qu'elles réussissent moins que les hommes? Alors, elles réussissent, ça c'est sûr. La preuve, votre équipe des Lyonnes. Vous faites venir des femmes qui ont réussi. Je ne peux pas dire l'inverse. Exactement. Voilà. Et la réussite, elle n'est pas à tous les niveaux. Il faut arrêter de croire que parce qu'on est sur le devant de la scène, on a mieux réussi. Il y a des tas de femmes qu'on ne voit jamais, qui réussissent et qui apportent énormément à la société. Alors, pourquoi on les voit moins sur l'espace public, ces femmes? Alors, je pense que les femmes, pour qu'elles réussissent plus et mieux, et pour qu'elles arrivent dans le débat public, elles doivent être encouragées à le faire. Je crois qu'il faut à la fois qu'elles soient encouragées à le faire, et comme je dis souvent, qu'elles se sentent sécurisées à le faire. Quand je dis sécurisées, ça veut dire qu'elles doivent à un moment donné lâcher prise et ne pas s'intéresser à l'approbation des autres, et notamment à l'approbation des hommes. Et quand je dis qu'il faut une sécurité, je ne parle pas de sécurité affective, je ne parle pas de tout ça. Je parle de dire, je peux y aller, mes convictions,
elles valent autant que celles des autres. Il y a une légitimité parfaite à ce que je défende des idées, à ce que je les amène sur le débat public. Il ne faut pas penser à imposer ces idées ou imposer ces convictions, mais il faut arriver à les amener dans le débat public. Et justement, ramener le débat public, non pas à un rapport homme-femme, mais à se dire, ces idées-là, elles valent la peine d'être défendues. Il faut les amener, il faut en discuter. Et je crois que cette sécurité-là, on doit se l'imposer, en se disant. Se la construire peut-être. Se la construire, évidemment, se la construire et puis se l'imposer, et puis se dire à un moment donné, l'approbation des hommes de pouvoir, soi-disant, ne doit pas m'empêcher d'être dans le débat public et au centre de ce débat public. Et forcément, à un moment donné, eh bien, on y arrive parce que heureusement pour nous, on est dans un schéma où on n'a pas de temps à perdre. Excusez-moi, mais voilà. Il faut dire les choses. Voilà, dans un monde d'hommes, c'est des choses simples, mais c'est même pas une critique. Dans un monde d'hommes, très souvent, on termine les réunions, on passe une demi-heure de plus, il y a tout le côté informel qui se fait de 17h30 à 20h30. Et les femmes sont parties. Elles sont parties pourquoi ? Parce qu'il faut quand même rentrer à la maison, parce qu'on s'oblige aussi à se dire qu'il faut qu'on soit auprès d'une famille, etc. Donc, à un moment donné, il faut, je crois, lâcher prise là-dessus. Se dire que, je le dis à toutes les femmes qui sont là, c'est pas parce qu'on passe un peu moins de temps à la maison qu'on est une mauvaise maman, une mauvaise épouse, ça n'a rien à voir, mais rien à voir. Se dire aussi qu'un papa, il peut très bien faire les choses aussi. Il n'y a aucun souci, soyons positifs surtout. Ils sont aussi capables que nous de bien entourer affectivement nos enfants. Et alors, franchement, moi, dans ma vie personnelle, à leur façon, et puis alors, confiance totale pour que justement, on puisse faire ce qu'il y a à faire au moment où il doit être fait. Alors, on va essayer de te donner confiance ce matin, de donner confiance aux Lyonnes qui nous écoutent. Et je voudrais qu'on reparle un petit peu de votre parcours, parce que c'est toujours intéressant de voir comment chacun a évolué dans sa vie. Vous, quand vous étiez petite, alors vous êtes corse, c'est une origine que j'apprécie beaucoup, je partage évidemment. Mais est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre enfance ? Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez grande ? C'était quoi votre rêve ? Alors oui, je suis corse, je le suis toujours, toute ma famille est en Corse, donc imaginez le poids culturel et le poids de la tradition en Corse. Et bizarrement, je le dis souvent, je n'ai jamais senti, ni dans mon enfance, ni dans ma vie de jeune fille, ni dans ma vie de jeune femme, une quelconque discrimination à mon égard parce que j'étais femme. D'accord. Ni en Corse ni ailleurs. Ça, c'est important à dire. Oui, c'est important. Et parce que tant de femmes subissent, comme vous l'avez tout à l'heure, une véritable discrimination réelle. Moi, j'avoue avoir eu cette chance de ne pas l'avoir fait. Enfance totalement choyée, gâtée, etc. Oh, je rêvais... moi, ce que je voulais, c'est m'engager dans l'Organisation mondiale de la santé. D'accord, ok. C'était un truc, déjà dans une optique moi, c'est un truc, j'y allais. Sauf qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que pour ça, il fallait quand même faire un parcours un peu santé et j'avais pas les capacités sur le domaine santé. Sur le domaine santé, j'ai très vite compris que oui, travailler ces matières-là qui n'étaient pas faites pour moi, c'était pas très très bon. Voilà, donc très vite, voilà. Je changer de plan. Voilà, on change de plan. Et là aussi, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Je crois que être conscient aussi de ces atouts, de ce que nous sommes, ça nous permet de mieux avancer quand même. Hein. Oui. Donc, il faut être aussi lucide sur ce que nous sommes. Là aussi, ça revient à ce que vous dites de façon très, très, très juste. Arrêtons la victimisation. Mon destin, je me le construis. Oui. C'est moi-même. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc voilà, une enfance tout à fait, une adolescence tout à fait normale, un bac pris très jeune. Donc, beaucoup d'études parce que j'aimais ça. D'accord. Donc, j'ai fait de longues études. J'ai multiplié à l'époque, les maîtrises et les troisième cycles. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Maintenant, c'est des Master 1 et des Master 2. Moi, je crois qu'on est nombreux encore à connaître les cycles dont vous parlez. Donc, un cycle à l'université, un vrai choix d'aller à l'université. D'accord. Pas par défaut. Je voulais vraiment l'université. J'aimais bien cette idée. Parce que j'étais persuadée que l'université était la seule, je dirais, organisation de la connaissance qui permettait d'avoir une tête bien faite. Et pas bien pleine. Okay. Oui. Moi, je voulais avoir une tête bien faite. Oui, parce qu'on peut la remplir. Oui. On peut la remplir sans aller à l'université. Ouais, je dis souvent à mes étudiants, parce que je suis prof à l'université, donc j'ai gardé un métier. Comme je suis prof à l'université, je dis souvent aux étudiants, mais si vous lisez autant de bouquins que ce que j'en ai lu, moi je vous les donne, je vous donne les références. Vous savez autant de choses que moi. Oui. Ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait.
quel est le recul qu'on prend et quelle vision sur le monde on pose avec toutes les connaissances que nous avons acquises au cours de notre vie. Et aujourd'hui, en politique, c'est ce que je fais. Je me dis ce que je sais, alors en toute humilité, bien sûr, parce que je ne sais pas tout, personne ne détient la vérité, mais ce que je sais, comment ça me sert justement pour construire mon action, pour motiver une équipe, pour travailler collectivement. Voilà, en fait, c'est ça. Donc, une tête bien faite. Alors, est-ce que votre métier vous a peut-être aidé à accéder à la politique parce que ça vous donne peut-être beaucoup d'aisance à l'oral? Alors, non, oui, sans doute, peut-être une capacité à parler devant un micro, devant beaucoup de monde. Et d'être sûr de soi, d'être sûr de ce qu'on raconte. Voilà, ça c'est clair. Là, vous avez parfaitement raison. Être sûr de soi et surtout, je le disais tout à l'heure, cette capacité à un moment donné à évacuer le regard de l'autre. Oui, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas se soumettre à la critique. D'ailleurs, si on a des collaborateurs en mairie, leur premier travail, puisqu'ils sont là aussi pour objectif, c'est justement de se soumettre à leur critique pour qu'ils disent non, là vous prenez un mauvais chemin. Il y en a besoin de ça, de cette critique quand on est élu. Pourquoi elle vous apporte quoi? Eh bien, moi, elle m'apporte tout. Elle m'apporte tout parce que alors c'est pas facile d'être critique. Non, des fois ça entraîne des problématiques avec nos directeurs de cabinet, avec nos collaborateurs ou même avec notre équipe. Mais à un moment donné, ça permet aussi d'aller au combat en étant sûr que les arguments sont objectivés, sont ceux que les autres vont attendre de nous. C'est la posture aussi. Il y a une façon de s'exprimer aux autres, il y a une façon de faire passer ses idées. Donc pour moi, c'est important. Ce que vous nous dites, en fait, c'est que c'est un travail d'équipe finalement d'être élu. Ah oui, c'est un travail d'équipe, forcément. Et alors, comment vous êtes passé de cette... Donc, vous êtes professeur à l'université, et comment vous arrivez à être maire? Donc, comment on devient maire? Alors... maire d'une commune, évidemment. Oui, et maman aussi, d'ailleurs. Alors, je dois dire que j'ai eu un parcours à la fois inouï, riche et facilité par de belles rencontres. Je pense que beaucoup de femmes vont se reconnaître là-dedans, bien souvent, parce que les femmes, nous avons ce caractère-là aussi, de souvent se croire illégitimes, pas assez douées, voilà, pas assez compétentes. Bien souvent, les personnes que l'on côtoie voient avant nous-mêmes ce que nous sommes capables de faire. Notre potentiel. Et notre potentiel. Parce que, d'abord parce que ces personnes-là, quelque part, sont intéressées par ce que vous leur dites. Donc, elles cherchent à savoir ce que vous avez au fond de vous. Et en fait, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Chose la plus simple, je prends mon poste à l'université ici à Lyon, puisque je suis à l'IAE de Lyon 3, et puis j'ai mon premier enfant. Et mon premier enfant, problématique, comment on le fait garder? Il était hors de question que j'arrête de travailler, je l'assume. Voilà, il était hors de question que j'arrête de travailler. Je donnais mon enfant à garder, il avait 2 mois, classique, hein, comme une femme. Aujourd'hui, sans aucun scrupule, sans état d'âme. Et surtout en pensant que je l'aimais plus que tout, et ça continue. Donc, quand j'ai eu mon premier enfant, problématique, comment faire garder l'enfant? Et j'arrive à le faire garder dans une crèche associative. Et là, pareil, de belles rencontres sur les éducatrices qui ont amené mes enfants à se développer en crèche. Un jour, on me dit, mais vous savez, on a des problèmes de financement sur la crèche avec la mairie, il y a des problèmes de subvention, enfin, des trucs classiques. Et je tombe dedans en disant, on va laisser passer ça. Les crèches, pour les femmes, c'est important. Pour la carrière professionnelle, il faut que les femmes puissent faire garder leurs enfants, qu'elles soient à un moment donné tranquilles en allant travailler. Et donc, je rentre dans cette association et je me bats pour qu'on ait des crèches et des places en crèche. D'accord. Et c'était le centre social à Sainte-Croix. Et je deviens présidente du conseil d'administration 2 ans plus tard. Donc, je suis dans le milieu associatif avec, je l'avoue, cette idée un peu du contre-pouvoir, comme le sont toutes les associations. D'accord. Parce que pour moi, je suis convaincue du principe de subsidiarité. Ok. Donc, quand le milieu associatif, c'est mieux faire que la collectivité locale, il faut le laisser faire et il faut le financer. J'en suis persuadée. Et du coup, ce milieu associatif devient pour moi un contre-pouvoir nécessaire, et pas forcément négatif, nécessaire et qui permet justement à l'élu d'aller plus loin. Classique, je fais quelques années dans l'association et je suis repérée par le maire avec qui je travaille, avec qui je combats pour maintenir et pour faire comprendre qu'une politique familiale et sociale dans une commune, c'est avant tout considérer que le parcours féminin, il suppose qu'on l'aide et qu'on l'accompagne avec
la prise en charge des enfants dans leur bas âge. Donc finalement, c'est une écoute que vous avez eue. C'est une écoute. Alors, c'est une écoute que j'ai eue, c'est clair, mais il faut aller jusqu'au bout. Mais je pense aussi que je suis arrivée au bon moment. Je disais tout à l'heure, ma vie et mon parcours, il est fait de rencontres, il est fait aussi, je dirais, de moments que, en toute humilité, j'ai su saisir. La parité, bien sûr. Et au moment où l'ancien maire vient me chercher, on est en pleine parité dans les conseils municipaux. D'accord. Et là, il cherche à constituer une équipe où il doit chercher à avoir la moitié de femmes sur son conseil municipal. Oui. Et c'est vrai que ça, c'est une opportunité quand même. Pour le baillon, on reparlera peut-être de la parité tout à l'heure, parce que c'est un sujet très important. Mais en ce qui me concerne, à ce moment-là, sans y penser vraiment, sans me dire oui, il a besoin de la moitié, n'empêche qu'avec le recul, je me dis, à ce moment-là, quand l'ancien maire, mon prédécesseur, vient me chercher, forcément, lui, il sait qu'il doit constituer une équipe avec obligation de parité. Il vient chercher aussi des femmes dont il sait qu'elles ont un pouvoir à l'époque. Oui, bien sûr, vous représentiez et qu'on représente quelque chose, habitants. Et des habitants et des intérêts silésiens, et ça se passe comme ça. Donc, je pars à l'aventure avec lui en 2008, et tout de suite, il me devait être adjointe. Classique, donc toute petite enfance. Et là, quand il vous demande, vous lui dites oui tout de suite, ou vous lui dites allez, j'y vais? Alors, oui, j'ai aucun doute. Pourquoi? Parce que à un moment donné, ce dont je me rends compte, c'est que le parcours associatif, si vous voulez vraiment avancer, il ne suffit pas. Ouais, et je me rends compte qu'à un moment donné, le pouvoir de décision, c'est quand même ce pouvoir politique. Je l'avoue totalement, puis alors je l'assume totalement. Et je l'ai voulu. Et donc là, vous avez fait un premier mandat. Je fais un premier mandat d'adjointe au social où je me bats beaucoup pour ça, notamment pour une politique familiale et sociale. Le nombre de places en crèche double ou triple 5 fois par rapport à ce qu'il y avait. Des gros projets de violence sur le combat pour les violences intrafamiliales avec ma collègue à l'époque qui était adjointe avec moi. Voilà, on mène ces combats-là et ça se passe comme ça, quoi, tout simplement. Voilà, tout de suite, j'ai envie de partir, de devenir politique et de combattre pour des idées comme ça. Et donc, ça vous a donné envie après de vous présenter et d'être maire. Alors, à votre tour, comment ça se passe? Alors, ça se passe comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire déjà un homme là qui prend conscience que la société évolue et que la femme a sa place, c'est l'ancien maire. Oui, donc c'est un homme qui vous a fait confiance, c'est un homme qui vous cherche. Alors, il me fait confiance et qui me dit pense-y. Ah oui, d'accord, carrément. Voilà, carrément, il dit il faut y penser. Voilà. Et je l'avoue, je suis obligée de le dire, mais ça veut dire aussi que il avait conscience de ça. Il avait conscience que les femmes avaient sa place. Et moi, je trouve ça absolument fabuleux. Hein. Il est parti là-dessus. Et puis des gens à côté de moi, toujours pareil, ce qu'on disait, les gens voient votre potentiel même avant vous. Et des gens à côté de moi, notamment les plus proches qui sont aujourd'hui encore dans l'équipe municipale, qui disent oui, vas-y, tu as à la fois le potentiel, la rondeur et l'envie, il faut y aller. Et en fait, n'hésitez pas. Et je pars à l'élection de 2014. Vous avez été élu pour la première fois. Voilà, et là, réélu en 2020. Voilà, très bien réélu. Alors oui, une deuxième élection plutôt réussie. Oui. Et alors, du coup, quel bilan vous tirez maintenant? Ça fait 7 ans que vous êtes maire. Oui, c'est ça. Est-ce que vous voyez des différences de management de projet? Oui, tout à fait. Alors, déjà, ce dont je me rends compte, c'est que un des avantages de la femme, je dis pas qu'il y a une différence en faisant de la politique hommes et femmes, c'est un vieux cliché, c'est pas ça. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'on est capable d'amener une autre méthode, notamment dans la gestion des équipes, où aujourd'hui, on n'est plus forcément dans la verticalité. Oui, c'est vrai. Voilà, on a souvent, encore une fois, ce cliché un peu, on va dire, traditionnel de la politique avec l'homme au pouvoir qui maintient ses équipes, cette façon de considérer le leader politique, qui est très verticale. Très, très vertical, effectivement. Aujourd'hui, nous, ce que l'on amène, c'est de se dire non, on en arrive quelque part à du management d'équipe et tout en étant leader, on peut l'être de façon un petit peu différente. Et ça, je l'ai appris. Maintenant, j'ai pas du tout envie de tomber dans les gros clichés. Les gros clichés qui disent parce qu'on est une femme, on est plus sensible. Je pense pas que ça soit ça qui fasse les choses. Je crois que ce qui fait aussi notre grande différence en politique, c'est parce qu'on a passé tellement de temps à en être évincé
qu'aujourd'hui, on sait ce que ça veut dire de ne pas être dans le débat. On sait ce que ça veut dire. Donc, qu'est-ce que ça a développé chez nous? Ça n'a pas développé une façon de faire de la politique complètement différente. Ça a simplement développé des qualités insoupçonnées. C'est-à-dire que le fait d'avoir été tellement évincé du débat public pendant longtemps, l'émancipation politique des femmes, elle est très récente. Oui, très récente. Elle est très récente. Donc, le fait d'être évincé, déjà, vous apprenez quel est le vrai combat. On se trompe plus de combat. D'accord. Quand on est évincé, à un moment donné, il faut choisir son combat et donc on arrête tout ce qui nous semble non prioritaire. Donc, on sait quel est le vrai combat et forcément, comme vous devez lutter un petit peu plus pour faire votre place, c'est logique, mais vous devez développer des qualités et des capacités, mais véritablement insoupçonnées. C'est-à-dire la patience. La patience. Mon Dieu, quelle belle qualité à développer. La patience, une vraie qualité, la patience. La combativité pour les choses qui sont objectives et pour lesquelles il faut se battre. Et je crois aussi que ce qui est important à travers ça, c'est ne pas oublier que on doit conforter notre position dans le débat public. Lorsqu'une femme arrive justement dans le débat public, qu'en politique, elle est arrivée à ce qu'elle souhaitait, même si ça a été, je dirais, un peu facile, moi, je ne vais pas me plaindre, je vous l'avoue, je ne vais pas vous dire que j'ai subi une discrimination épouvantable, je ne peux pas le dire, ce serait faux. En revanche, ce qui serait regrettable, c'est qu'une fois que mes ambitions se sont concrétisées, si j'oublie le combat féminin. Oui, c'est ça. L'idée, c'est ça, c'est une fois qu'on y est, alors qu'est-ce qu'on fait pour que cette place devienne naturelle? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'elle devienne naturelle? Qu'elle ne soit plus quelque chose qui est imposé, et on peut revenir au quota si on veut, et à la parité, comment dépasser ça? Et c'est ça qui est important. Et justement, cibler les bons combats. Aujourd'hui, je le dis en toute simplicité, je ne pense pas que le combat d'une écriture inclusive soit le fait marquant pour que les femmes aient leur place. Je ne pense pas ça. Moi, j'ai connu la discrimination quand, quelque part, d'être une femme, quand je suis arrivée en politique. C'est drôle. Oui, je ne l'ai jamais connu chez moi. Ouais. C'est-à-dire, quand je suis une famille corse, voilà. Ne retombons pas dans les clichés. Ne retombons pas dans les clichés. J'ai jamais connu ça, mais pour les grands travailleurs, le premier qui arrivait faisait à manger. Ouais. Jamais, mais vraiment sur des trucs comme ça, je ne sais même pas ce que ça veut dire. D'accord. Je suis arrivée dans un milieu d'hommes à l'université. J'ai eu aucun souci. C'est encore un homme qui un jour m'a fait ma place parce qu'il m'a dit ce potentiel de travail, on ne va pas le gâcher. Si tu fais ça, oui, j'ai réussi. Il faut le dire aussi, c'est aussi sur les compétences. C'est aussi sur les compétences, c'est-à-dire que on le dit souvent, les femmes sont beaucoup plus appliquées, elles sont beaucoup plus assidues et elles sont beaucoup plus travailleuses que les hommes. C'est ce qu'on disait. Comme elles doivent faire leur place de façon un petit peu différente, alors elles sont obligées de développer ces qualités-là. Mais attention. Dans le débat public et en politique, il y a aussi faire de la politique qui est important. C'est ça. Faire de la politique. Il y a le fond, il y a la forme. Et c'est ça que je trouve regrettable. Dire qu'on est une femme en politique, mais je travaille, je connais mes dossiers, c'est pas ça. Oui. On fait de la politique. On fait de la politique pour faire avancer les choses, pour faire avancer le monde. Moi, je trouve regrettable, et ça, je le dis à toutes les femmes, on peut pas passer sa vie à être passive. Donc, à critiquer et ne pas passer et ne rien faire. C'est pas possible. Donc, il faut y aller. Justement, l'idée de ce club. Mais là, vous, concrètement, maintenant que vous êtes mère, dans vos relations quotidiennes, qu'est-ce que vous faites pour aider les femmes à prendre plus leur place? Est-ce que vous avez une attention particulière sur certaines femmes aussi qui aujourd'hui sont engagées dans votre commune? Est-ce que ça se matérialise par, je sais pas, vous avez d'autres homologues, femmes qui sont maires d'autres villes, je pense à la maire Moulin, à la maire de Saint-Philippe-la-Vallée. Est-ce que vous travaillez différemment? Est-ce qu'il y a une solidarité ou au contraire, c'est déjà incroyable? Déjà, avant toute chose, il y a la décision politique, il y a la décision de politique publique qui doit permettre, on le disait tout à l'heure, ça passe par une politique familiale et sociale qui permet aux femmes de faire leur choix. Oui, ça se traduit concrètement dans votre politique. Et ça, il faut le dire. Bien sûr. Parce que moi, je trouve très bien de discuter et d'échanger. Après, puisque nous avons ce pouvoir-là de mener une politique publique pour le coup municipal, alors prenons les décisions qui permettent cela. Je parle de la politique familiale, je parle de violences contre femmes, et je parle à un moment donné aussi, comme vous le disiez,
comment, dans notre parcours politique et comment dans notre politique, dans le public, on met les femmes à l'honneur, entre guillemets, mais pas à l'honneur simplement pour que ce soit de la promotion, mais comment on met à l'honneur leurs convictions, leurs idées, et comment, quelque part, on dépassionne le débat sur une rupture d'égalité, mais comment on amène les choses pour que la femme, de façon, encore une fois, très naturelle, elle puisse prendre la parole sur un sujet sans que ce soit féminisé, soit la lutte contre l'homme. Oui. Et moi, je suis très attachée à ça. Voilà, donc effectivement, alors, de plus en plus de femmes sont mères, c'est 20%, d'après les dernières études. Oui, c'est toujours pas beaucoup, c'est toujours trop peu. Voilà, c'est toujours trop peu. La parité, on n'y est pas là. On y est loin de là, donc c'est 20%, mais on va pas encore une fois tomber dans le dramatique, dans la victimisation. Non, il faut prendre la place, il faut y aller, il faut arrêter de penser qu'on est illégitime et il faut y aller. Moi, j'ai été très surprise, Alexandra, d'une chose incroyable. C'est à la fois un peu rigolo, mais surtout dramatique. Quand j'ai changé ma couleur de cheveux, j'ai eu plus de questions. Je vous jure, je vous promets. Mais vous savez, le diable est toujours dans les détails. Bien sûr, toujours. Semaine de l'égalité femmes-hommes. Sur le territoire, on fait beaucoup d'actions, un petit peu innovantes. On amène une pièce à la discussion qui s'appelle La Première Pierre. Une femme lapidée par son mari. Ouais. Voilà, enquête lapidaire, parce qu'elle est accusée d'adultère, ce qui n'est pas vrai. Donc, thème dramatique. Oui. La première pierre jetée par le mari sur elle. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle La Première Pierre. Voilà. On projette, on fait cette pièce, spectacle vivant sur le territoire de Sainte-Foy. On engage un débat derrière avec des femmes. C'est exactement ce que vous êtes en train de dire. On se réunit, on en parle, sans tabou, sans honte. On parle de tout ça. Question comme débat, allons-y. Oui, mais alors, Madame le maire, vous avez changé votre coiffure, c'est pourquoi? C'est pour vous sentir... Et un décalage énorme. Ah, oui. Et là, vous vous dites, il y a du boulot. Ouais, il y a du boulot. Mais il y a du boulot auprès des femmes. Bien sûr, je pense aussi. Il y a du boulot auprès des femmes. Et ça, c'est intéressant à mener. C'est intéressant de dire, et il y a un autre œil sur cette relation homme-femme. En politique, les questions qu'on m'a posées sont incroyables. On me disait, mais comment vous allez faire à la maison alors que vous engagez? C'est bon, on vous pose encore ce genre de questions? On me pose encore de questions. Ce genre de questions. Donc, je pense que ça veut bien dire que notre place n'est pas naturellement faite et qu'il faut continuer à le faire. Alors, ça passe par l'échange, ça passe par un partage d'expérience. Mais moi, je dis simplement aux femmes, attention à ce qu'on n'en fasse pas de notre son quand même. Oui, alors après, il y a aussi une autre question. Il y a beaucoup de femmes qui disent, oui, mais moi, j'aurais jamais le temps de faire tout ce que vous faites parce qu'effectivement, les enfants, les plannings, le sport, etc. Donc, je vais pas m'engager parce que je pourrais pas m'engager dans la durée. C'est un faux problème. Pourquoi? Parce que c'est possible. Parce qu'à un moment donné, encore une fois, il faut lâcher prise. Il faut accepter quand on a des idées et quand on a envie de les porter. Il faut accepter que oui, certaines choses ne sont plus maîtrisées par nous-mêmes. Mais est-ce que c'est grave? C'est des choix. Tout est une question de choix. Il faut assumer ses choix. Voilà. Vous sentez, vous, une responsabilité particulière de réussir parce que vous l'avez dit, c'est un vrai combat. Vous avez mené. J'ai pas cette prétention-là. J'ai pas cette prétention de dire ce que je fais sert d'exemple ou j'ai pas cette. Vous pensez pas à ça spécialement? Je pense pas ça spécialement, mais je pense que si aujourd'hui je ne prends pas les décisions, encore une fois concrètes de vie, par rapport à ce qu'on dit. C'est-à-dire de dire, mon Dieu, mais j'aurais pas le temps, les enfants, comment je fais? Mettons à la disposition des femmes aussi la possibilité, par la politique publique, de pouvoir concrétiser ses choix. Voilà, je veux dire, quand si on veut que ça change, exactement. Et si on veut, oui, mais il faut aussi peut-être, et c'est ça ma responsabilité, permettre que l'environnement facilite aussi le combat des femmes. Voilà, quand on a travaillé sur la petite enfance à Sainte-Foy-les-Lyons, à un moment donné, on s'est battu tout simplement pour dire peut-être qu'on pourrait ouvrir plutôt nos crèches, peut-être qu'on pourrait aller plus loin le soir, parce que ça permettra finalement de terminer, d'avoir accès à des métiers qui ne sont pas 9h midi, 14h, 17h pour être dans les clous. C'est ça qu'il faut. Et notre responsabilité, elle est là. Le combat, il est là. Le combat, il est aussi dans l'action et dans la décision. Oui, c'est clair. Enfin, moi, je le vois comme ça. Et alors, qu'est-ce que vous auriez comme conseil à donner aux femmes qui nous écoutent et qui voudraient s'engager en politique? Parce que je note quand même, je retiens de ce que vous venez de nous expliquer, qu'il y a quand même
votre parcours s'est inscrit dans la durée, c'est-à-dire qu'on on se réveille pas un jour et on se dit pas tiens je vais devenir mère. C'est pas comme ça en claquant des doigts. Tout à fait, exactement. C'est comme on disait, c'est la patience, c'est-à-dire à un moment donné, la patience, ne pas encore une fois arrêter de penser qu'on est illégitime. C'est vraiment capital. C'est vraiment capital. Et du coup, je le disais tout à l'heure, mais lâcher prise complètement. C'est-à-dire se dire, ce que je pense, mes idées, mes convictions, elles valent la peine. D'abord parce que plusieurs autres personnes les partagent, donc ça conforte. D'accord. Le collectif conforte toujours. D'accord. Donc on n'est jamais seul au combat. Et il faut surtout pas partir seul au combat. Donc le collectif conforte. Donc, et ça se fait dans la durée. Ça se fait obligatoirement dans la durée parce que, comme on disait tout à l'heure, il y a des opportunités dans la vie. Il ne faut pas les laisser passer. Et ça, c'est aussi une réalité. La femme se pose beaucoup de questions. En fait, nous nous posons beaucoup trop de questions. Et tous les collaborateurs en mairie me le disent. Mère, et vous posez beaucoup de questions. Allez-y. Et les femmes, nous devons nous faire confiance. Voilà. Nous vivons en dehors du regard de l'homme. Et alors, si vous aviez, vous, une baguette magique, ce serait quoi la mesure que vous voudriez mettre en place? Allez, il n'y a pas de limite. Si vous étiez ministre ou je ne sais pas, quelle mesure vous mettriez en place pour que ça facilite durablement l'arrivée des femmes et l'engagement des femmes sur la place publique? J'ai essayé, c'est très complexe. Franchement, et ça renvoie au débat sur la parité, sur les quotas. Oui. Je me souviens, une femme politique a dit, c'est une femme qui a dit ça, et j'ai fait rire les collaborateurs le jour où je leur ai raconté. Une femme politique a dit, et je la reprends pour moi cette phrase, elle a dit, la question des quotas et de la parité est vraiment une idée d'homme. Pour être sûr qu'après, ils aient leurs chiffres, oui, ils aient leur pourcentage. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, je ne suis pas favorable à cet outil que le quota et la parité. N'empêche qu'à un moment donné, pour démarrer quelque chose, il faut bien qu'on ait un outil, on en a eu besoin, qu'on le veuille ou non. Parce que malheureusement, si on n'arrive pas à faire, si les choses ne deviennent pas, encore une fois, je dis le mot naturel dans les relations et dans les parcours, alors il faut un petit coup, un coup de pouce. Donc c'est difficile de vous répondre sur cette question parce que je pense que le combat des femmes, il est entier, il est aussi tellement lié à ce que nous sommes, à notre évolution, que je pense que c'est une succession de mesures qui doivent être mises en place. Et on le voit à travers le temps. Hein. Regardez, on a connu des femmes ministres il y a quand même quelques années. C'est pas nouveau, où elles ont essayé. On voit bien combien c'est dur de mettre des décisions en place. Et on voit bien que c'est compliqué de choisir la bonne décision. Donc, c'est compliqué de répondre à votre question. Oui, c'est des choses qui s'inscrivent dans la durée. Encore une fois, qui s'inscrivent dans la durée parce que vous les vouliez ou non, il y a aussi un renversement de façon de voir les choses et de penser, mais y compris chez les femmes. Sur la perception. Sur la perception. Donc, tout ce qui aujourd'hui peut accompagner la femme encore une fois, pour la sécuriser. Je reprends ce mot. Pour moi, c'est hyper important de partir au combat et dans ses convictions de manière sécurisée, c'est-à-dire ce que vous faites est fait, vous pouvez vous faire confiance. Le regard des autres, ici, n'est pas un regard de jugement parce que vous êtes une femme, parce que vous n'avez pas réussi une vie personnelle, parce que vous lâchez vos enfants le soir et le week-end, c'est très important. Oui, finalement, de ce que vous me dites, c'est deux choses. C'est échanger de regard, et ça se fait par ce qu'on est en train de faire, en discutant, en apportant des regards différents. Voilà. Et puis, dans un cadre de politique publique, c'est mettre en place les outils qui vont permettre aux femmes, comme aux hommes, d'ailleurs, d'être libres de leur mouvement et de pouvoir faire autre chose dans leur journée, d'arriver à concilier leur vie de famille, leur vie professionnelle et leurs engagements. Et le message que vous donneriez aux femmes qui nous écoutent pour terminer ce café? Allez-y, n'hésitez pas. Écoutez, je crois que je n'ai jamais connu de toute ma vie, j'ai 52 ans, hein, donc voilà, je suis pas toute jeune non plus. J'ai jamais connu une aventure aussi enthousiasmante, aussi passionnante, aussi compliquée, mais c'est bon le compliqué, c'est bien, aussi compliquée et surtout aussi gratifiante que l'aventure politique. Monter une équipe municipale, l'amener à la victoire. On sent, les gens, ils prennent un bulletin avec votre nom dessus, ils le mettent dans une enveloppe, ils votent. Eh bien, je peux vous assurer, c'est pas sur moi, ils n'ont pas voté pour une femme, ils ont voté parce qu'elle portait quelque chose.
voilà, il faut arrêter de penser qu'on vote parce qu'on est que des femmes. À un moment donné, sinon on n'avancera pas. Sinon la rupture, elle se fera jamais. Ben, c'est cette aventure-là. Donc, toute femme de conviction, toute femme, allez-y, il faut agir, il faut passer le cap. Parce qu'en plus, on n'est pas toute seule. C'est ça. Et je le dis aussi, il y a quand même une grande partie des hommes, mais qui sont fabuleux et qui nous aident. Moi, ma vie, il y a plus eu d'hommes qui, à un moment donné, ont permis ce parcours-là que de femmes. Alors, vous allez me dire, c'est sûr, quantitativement, en politique, il y a plus d'hommes. Bon, il y a l'effet quantitatif qui joue. Il y a plus d'hommes en politique, il y a plus d'hommes à l'université. OK. Mais n'empêche que ces hommes-là, l'homme n'est pas l'ennemi. L'homme n'est pas l'ennemi. Et je trouve dommage qu'on en ait fait un ennemi. Pas du tout. Ce qu'il faut, c'est nous reprendre confiance. Donc, le débat public, il est passionnant. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. Je vous remercie de ce moment. J'espère que voilà, toute cette énergie, vous l'aurez ressentie de votre côté. Voilà, donc le message, c'est oser. On continue ce travail, on continue de s'engager. Et on espère vous avoir convaincu ce matin. N'hésitez pas à la suite de ce café à poser vos questions sur l'équipe des Lyonnes@gmail.com ou à commenter, partager les posts sur LinkedIn. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain Café des Lyonnes. Merci beaucoup Véronique. Merci Alexandra. À bientôt tout le monde.